TV, c'est reparti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information L'Essentiel. Alors ce soir, nous sommes avec Moubarak Lo. Bonsoir à vous, Monsieur Lo. Oui, bonsoir, Nena Aïcha. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonsoir à mon ami Mo. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Néné, bonsoir à M. Moubarak Lo, bonsoir à nos chers téléspectateurs. 2 mars 2020, 2 mars 2021, il y a un an, jour pour jour, que le Sénégal a enregistré son premier cas de Covid-19, un virus qui a totalement bouleversé la vie des populations. Alors, que pouvons-nous retenir si on devait faire le bilan de l'an 1 du Covid-19? Oui, merci beaucoup. Vous savez, la Covid est arrivée au Sénégal le 2 mars, c'était un cas importé. Ensuite, on a eu plusieurs autres cas importés et ça a généré, à partir du mois de mars, des cas contacts, mais qui étaient rapidement isolés et pris en charge par le ministère et les structures de la santé. Le gouvernement a ensuite fermé les frontières, donc ça a permis de maîtriser les cas importés. En tout cas, l'essentiel des cas importés, parce que même quand on a fermé, on a découvert quelques cas importés qui passaient notamment par la route. En début avril 2020, l'épidémie était presque terminée au Sénégal parce qu'on commençait à avoir 3 cas, 5 cas et les décès étaient nuls. Mais c'est à partir de mi-avril qu'on a vu une résurgence de la maladie à travers les cas communautaires cette fois-ci. Parce qu'un cas communautaire, c'est un cas qui n'a pas été détecté. Donc c'est ce qu'on appelle les cas contacts. On ne peut jamais avoir tous les cas contacts, même dans une stratégie de détection. Et donc il y a certains qui échappent dans les mailles du filet et qui se découvrent plus tard comme cas communautaires. Et donc, ils se présentent dans les services de santé. On les comptabilise comme cas communautaires. Ensuite, la stratégie a continué de toujours tester autour de ces cas communautaires. On a eu un premier pic vers le 11 mai. Donc, c'était un peu le pic parce qu'à partir de ce jour-là, on a vu une baisse des cas jusqu'à fin mai. Mais tout ça, c'était dans un contexte de fermeture partielle de l'économie. Parce que n'oubliez pas que la fermeture des écoles, la fermeture des frontières aériennes... Donc, le 23 mars déjà, le président de la République avait décrété sa sortie en couvre-feu. C'est ça, un couvre-feu qui était national. Et il y a eu la fermeture des écoles, des mosquées, entre autres. L'épidémie était en train de baisser encore. Après, la hausse enregistrée en avril et début mai. Ensuite, il y a eu la réouverture partielle à partir du 2 juin, à partir de fin juin. Fin juin, on avait même mis fin au couvre-feu. Et donc, il fallait vivre avec le virus. Et donc, ça a généré une augmentation des cas. Parce que si vous regardez la courbe des cas, à partir de juin, il y a une reprise. Et ça s'est accéléré même en juillet et août. On n'a pas pu voir totalement l'impact parce qu'à partir de fin juin, les cas asymptomatiques n'étaient plus systématiquement testés. Et donc, ça a permis de réduire quelque peu les cas. Mais malgré tout, si vous regardez juillet, les cas de juillet étaient plus nombreux que les cas de juin. Mais si on avait testé tout le monde, ça aurait été beaucoup plus important encore. Oui. Avec la Tabaski, il y a une augmentation légère des cas par rapport à juillet. Et août, bonne nouvelle, on assiste à une baisse des cas à partir de fin août, qui s'est prolongé sur septembre, octobre, jusqu'au 8 novembre. Donc, à partir du 8 novembre, dans la semaine du 8 novembre, pratiquement aussi, Covid était en train de redisparaître du Sénégal. Oui. On avait un deuxième pic au mois d'août. Le premier pic, c'était mi-mai. Deuxième pic, mi-août. Mais le 8 novembre, on avait quasiment la deuxième disparition de la Covid. Oui. Je vous avais parlé de début avril. Donc, le 8 novembre, on commençait à dire Covid est parti. Et subitement, fin novembre, début décembre, on assiste à une deuxième vague. 23 novembre, plus précisément. Qui est vraiment une vague meurtrière avec beaucoup de cas. Ça s'est accéléré en janvier. On a mis en place un couvre-feu. Mais là aussi, je vous annonce une troisième bonne nouvelle. Depuis le milieu du mois de février, ce n'est pas encore totalement visible aux yeux des Sénégalais, mais d'après les statistiques sur lesquelles nous travaillons, et ça a été confirmé ce matin par le ministère de la Santé, on assiste aujourd'hui à une baisse de la vitesse.
C'est-à-dire, la progression est toujours là, mais il y a une réduction du rythme. Et donc, ceci est conforme d'ailleurs à nos estimations. On a fait un travail scientifique que nous avons publié en janvier. Nous avions déjà, dans ce papier, dit que les cas vont baisser parce que le climat la température va augmenter, parce que les arrivées internationales vont baisser. C'est les deux dynamiques qui... Donc là, déjà, la courbe est descendante, si je vous comprends bien. La courbe est descendante, parce qu'aujourd'hui, on a moins de 200 cas. Il faut espérer que ça va continuer. Nous sommes même en train, dans le cadre de notre travail, de faire des prévisions pour les semaines à venir. D'accord. On pourra publier ça rapidement. D'accord. Alors, nous allons y revenir, voir un peu en fond ce que cela va donner. Mais Abdoulaye, on le sait, on parle du 2 mars, un an après. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'aspect médiatique? Comment vous l'avez analysé? Quel bilan pouvons-nous en faire? Alors, il faut d'emblée dire que nous étions déjà dans une anticipation et par rapport justement à l'enregistrement du probable premier cas au Sénégal, quand justement le virus a quitté les frontières de la Chine pour justement contaminer plusieurs pays d'Europe. Et à partir de ce moment, je crois bien que les médias avaient déjà commencé à travailler, en tout cas avec les cellules d'alerte et de veille, et qu'avait mis en place le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je crois bien que sur ce plateau, avant même le 2 mars, nous avons eu à faire plusieurs plateaux pour véritablement démontrer qu'en réalité, il y avait le système d'alerte qui avait été mis en place, mais également miser sur la sensibilisation et préparer les Sénégalais par rapport à une éventuelle première contamination, malheureusement enregistrée justement à la date du 2 mars. Depuis cette date jusqu'au moment où nous parlons, je crois que les médias ont été assez responsables dans le traitement de l'information. Les médias ont eu à travailler avec des spécialistes en la matière, et surtout les différents, en tout cas, corps au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais également des spécialistes en économie, des spécialistes en sociologie, des spécialistes en etc., pour aller dans le sens de dire et de nous dire qu'en réalité, il nous faut montrer et démontrer qu'il faut faire un bloc pour aller justement à l'assaut du virus qui commençait justement à prendre en tout cas des proportions assez inquiétantes. Ce qui a été malheureux, et nous l'avons tous constaté, nous avons perdu énormément de dignes fils justement de ces pays-là, des personnalités de renom qui ont eu à travailler autant sur le plan international qu'au niveau national pour aller dans le sens justement de bâtir une nation qui s'appelle le Sénégal. Il y a le premier décès qui avait été enregistré, c'était malheureusement M. Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, et journaliste. Mais quoi qu'il en soit, dans le traitement de l'information, nous avons tout fait pour éviter tout ce qui est fake news. Nous avons tout fait pour lutter contre les infox et les intox, parce qu'en réalité, nous avions une source d'information qui était incontournable, et c'était véritablement le dispositif mis en place par Abdoulaye Diouf Sarr et son équipe au département de la santé. Donc ils ont compris très tôt qu'il fallait une bonne organisation pour une bonne communication, pour faire passer la communication. Effectivement, pour une bonne communication, même si par ailleurs le président Macky Sall a eu en tout cas à griffer un tout petit peu les médias sénégalais, mais je me dis qu'en réalité assez souvent ils donnent l'impression de ne pas avoir la bonne information. Je crois bien que les médias se sont sacrifiés, ils ont changé les programmes partout, pratiquement c'était des plateaux autour de la gestion et de la lutte contre le Covid-19, et je crois bien qu'aujourd'hui le président, le gouvernement justement, en tout cas tous les démembrements de l'État devaient aller dans le sens en tout cas de dynamiser les actions des médias sénégalais, aller dans le sens de fortifier les médias sénégalais, aller dans le sens même au moment où nous parlons même pourquoi pas d'acheter justement en tout cas plusieurs heures à l'antenne pour continuer la phase de communication. Il est vrai que nous sommes dans la phase de vaccination, peut-être que c'est ce qui a poussé même au ralentissement de la propagation du virus, mais quoi qu'il en soit, pas au Sénégal, parce que nous sommes carrément en pleine pandémie. Nous continuons d'avoir justement des contaminations, des personnes admises en réanimation, mais également des décès. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous devons continuer à travailler, je dis bien à travailler avec le département de la santé, parce que les cas communautaires restent l'énigme véritablement à combattre, parce que aujourd'hui, plus que jamais, si on comptabilise le niveau de cas contacts
identifié, le niveau de personnes contaminées identifié, mais si on fait justement le substrat par rapport au cas issu de la transmission communautaire, c'est là véritablement le nœud gordien par rapport à la lutte contre la pandémie. Alors, lors de la première vague, on le sait, 2 mars, 16 novembre 2020, pour atténuer l'impact économique, l'État du Sénégal avait mis en place un fonds de riposte et de solidarité doté de 1000 milliards. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Comment ça a été dépensé? On le sait. Alors, est-ce que ça a eu un impact par rapport à l'économie? Oui, il y a eu un impact, en tout cas, en termes de sauvetage de l'activité économique. La vocation du plan de résilience, ce n'était pas la relance des activités économiques. Disons que s'il n'y avait pas le plan de relance, sans doute il y aurait eu une cascade de faillites d'entreprises, donc des licenciements massifs. Également... Mais il faut dire qu'il y a eu des licenciements. Oui, mais ça aurait été pire s'il n'y avait pas le plan de relance. C'est toujours bon, dans le cadre d'une évaluation, de comparer avec et sans. C'est ça une bonne évaluation. Oui. Donc vous avez la situation de référence, vous faites passer le plan de relance, ensuite vous faites, s'il n'y avait pas le plan de résilience, je veux dire. Et donc, si aujourd'hui on faisait une évaluation, il est possible, parce qu'il est possible de le faire de manière partielle dans certains secteurs qui n'ont pas bénéficié, et de pouvoir comparer ces secteurs qui n'ont pas bénéficié par rapport aux secteurs qui ont bénéficié. Donc déjà, ça a eu un impact positif par rapport à certains secteurs. Oui, mais c'était un impact limité dans le temps et dans l'espace, parce que toute l'économie, par exemple le secteur informel, n'a pas bénéficié à l'époque de plans de résilience, de soutien, parce que c'était difficile de les identifier, alors que les entreprises qui ont pignon sur rue, c'est très facile de leur faire des dossiers bancaires. Parce que n'oubliez pas que ce n'était pas des dons. Pour l'essentiel, c'était des prêts que l'État a facilités avec la BCEAO, avec le système bancaire, etc. Donc ça a permis, dans le cadre d'un partenariat État-entreprise, appuyé par la BCEAO et le système bancaire, de sécuriser les emplois. Donc ça a permis de ne pas avoir des licenciements secs. Donc les entreprises ont gardé pour l'essentiel les emplois en les mettant chômage technique et payer 50 à 70% du salaire. Donc, ça a permis également, ce plan de résilience, aux ménages de survivre. Parce que n'oubliez pas que cette période, on avait interdit les déplacements entre les régions, notamment Dakar et le reste du pays. Il y avait le couvre-feu, les commerces étaient fermés très tôt. C'était pas ouvert un jour par semaine, etc., etc. Et les transports aussi étaient restreints. Et tout cela faisait que les ménages vivaient des difficultés. D'ailleurs, la pauvreté a légèrement augmenté sur ces 3 mois. Et donc, l'État a mis en place des appuis sous forme de distribution de biens alimentaires. Ça a permis aussi, avec la prise en charge de certaines factures, de soulager quelque peu les ménages. Mais tout ceci, c'était un appui temporaire. C'est pourquoi d'ailleurs l'État, qui ne pouvait pas continuer le même appui, parce que c'est très cher, c'était un quart du budget, 1000 milliards, c'est un quart du budget de l'État. Et donc l'État a été obligé, contraint et forcé, de rouvrir l'économie à partir de fin juin, et donc de libérer l'activité. Si vous regardez d'ailleurs les indices de conjoncture, oui, le deuxième semestre 2020 a été positif, alors que le premier trimestre était négatif. C'est ce qui fait qu'en fin d'année, on ose espérer que la croissance sera légèrement positive. Ce ne sera pas fameuse, mais ce ne sera pas négatif. C'est ce qu'on espère. Ce ne sera pas fameux, mais ce sera légèrement positif. C'est ce qu'on espère. D'accord. Alors, après cela, justement, peut-être revenir vers toi, Abdoulaye. On a parlé de fonds force Covid-19, on a parlé de 1000 milliards. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que Moubarak l'a soutenu, il y a eu des avancées, peut-être ça aurait été pire s'il n'y avait pas ces 1000 milliards, mais le ressenti sénégalais, qu'est-ce qu'on peut en retenir déjà? Alors il faut d'emblée se dire que le président avait soutenu l'heure est grave, nous sommes en guerre, pour ensuite terminer par il nous faut vivre avec le virus. Le plan de résilience sociale et économique
économique. Moubarak l'a rappelé, 1000 milliards, c'est le quart du budget du Sénégal. C'est à peu près, si je ne me trompe, vous me rectifiez, 10% du produit intérieur brut. 7%. Oui, 7%, ok, 1000 milliards. Mais quoi qu'il en soit, c'est énorme en termes justement de décaissement. Donc, le plan de résilience qui a poussé aujourd'hui, qui avait poussé l'État du Sénégal à miser sur le soutien des ménages sénégalais avec l'achat de denrées alimentaires. Et ce n'était pas la première fois, si je ne me trompe, vers 1994, sous le magistère du président Abdou Diouf, on avait vécu pratiquement le même scénario. 93. Oui, 93, 94. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le ressenti, ma foi, c'est qu'en réalité, ce sont les informations qui sont sorties et qui ont concerné la gestion, justement, d'une partie du fonds par un ministre, en tout cas, bien cité et nommément cité. Je veux parler de M. Mansour Faye. 69 milliards pour l'achat de nourriture. Que 69 milliards avaient été décaissés et jusqu'au moment où nous parlons, le fonds force Covid dirigé par le général François Ndiaye court derrière justement les fameuses factures. Donc, ils ont finalement reçu les factures. Voilà. Donc, mais quoi qu'il en soit, il est toujours bon de soutenir les populations. Mais à un moment donné, le débat tournait au fait autour du choix d'achat de denrées alimentaires ou de transfert justement d'argent, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Dramane Ouattara, parce qu'en réalité les besoins ne sont pas les mêmes. Je crois bien que si vous allez à Kébémer ou si vous allez à Algérie, ce n'est pas les mêmes besoins que si vous allez peut-être à Sor ou si vous allez à Ndiolofène au niveau de Saint-Louis. Ce ne sont pas les mêmes besoins pour justement l'habitant de Grand-Dakar ou de la SICAP par rapport à l'habitant de Yoff ou de Nangan. Donc c'est à ce niveau où véritablement le débat avait été soulevé. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais dans tous les cas, certains ont eu à dire qu'en réalité, beaucoup de militants du parti ou de la coalition avaient été soutenus par cela, comme on le dit dans le cadre justement des bourses de sécurité familiale, etc. Mais peu importe, il faut se rappeler que nous sommes... Alors, est-ce qu'on peut dire, Abdoulaye, que ça a été politisé? C'est pourquoi je dis, il faut se rappeler que nous sommes tous sénégalais. Quel que soit le ménage concerné, c'est un ménage sénégalais et qui a été impacté justement Parce que les gens ont applaudi quand il s'agit de recevoir justement ces nourritures. Par la pandémie à coronavirus, quoi qu'on puisse dire. Mais là, je crois bien qu'il nous faut, moi je me dis qu'il nous faut toujours revenir à l'orthodoxie de la bonne gestion des deniers publics. Au-delà de la transparence, au nom de la bonne gouvernance, il faut permettre aux Sénégalais de pouvoir, en tout cas peut-être entrer dans le site d'un ministère et chercher par exemple le programme concernant la construction du BRT et avoir toutes les informations à sa disposition. Il faut qu'on en arrive à ce niveau-là et cela permettrait justement d'éviter ces querelles de bas étage, ces fausses informations concernant la gestion de 2 milliards ou de 3 milliards. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui plus que jamais, le Sénégal, à l'image du monde, est fortement touché par le coronavirus. Moubarak l'a rappelé, à un moment donné, tout était fermé et vous avez vu qu'il y a énormément de Sénégalais qui continuent de perdre leur emploi. Il y a énormément de Sénégalais qui actuellement sont en chômage technique, surtout ceux-là qui travaillent dans le secteur hôtelier et dans le secteur de la restauration, mais également les agences de voyage qui aujourd'hui mettent la clé sous le paillasson, faute justement de trouver des clients. Parce qu'on le sait pertinemment, il est très difficile de voyager, il est très difficile de voir en tout cas des clients. Le Hajj n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de Umrah. Fort heureusement, certaines agences même ont trouvé la bonne astuce par rapport au pèlerinage au niveau du Maroc et principalement à Fès, à la base de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Mais cela ne suffit pas, Il faudra impérativement qu'on se dise que nous devons apprendre justement des leçons de la pandémie. Justement. La pandémie nous a montré que nous devons véritablement nous concentrer autour de l'essentiel, dynamiser et densifier notre secteur primaire et secondaire, mais également aller dans le sens d'une transformation du secteur informel, parce qu'en réalité, le secteur informel ne peut plus continuer de marcher comme tel est le cas. Nous devons aller vers une bonne organisation du secteur informel pour que cela puisse impacter positivement dans les caisses de l'État, mais également impacter positivement les populations par rapport à la création d'emplois, mais des emplois durables, des emplois qui répondront justement aux normes standards. Alors, justement, le Covid-19 a touché de plein fouet les bases économiques, l'économie sénégalaise. Justement, après cela, on a parlé de relance économique. Alors, est-ce que ça a eu un impact à ce stade quand on parle de relance économique ? Avant de parler des vaccins, bien sûr. Oui, je pense que c'est un peu tôt. Le plan de relance a été
publié au mois de septembre, il est mis en place pour l'année 2021, 2023, 2022, 2023. Nous sommes au début de l'année 2021, donc c'est un peu tôt pour pouvoir faire le bilan de ce plan de relance qui a des ambitions très élevées. Parce que n'oubliez pas que le financement qui a été, en tout cas, budgétisé pour ce plan de relance accéléré et ajusté est plus important que le PSE initial. Maintenant, se pose la question, où est-ce qu'on va trouver cet argent? Ça, c'est l'avenir qui nous permettra de dire est-ce qu'on a été capable de mobiliser les ressources financières escomptées ou pas. Parce que n'oubliez pas que pratiquement 40% du financement est attendu du secteur privé, qui doit se mobiliser à travers des investissements, etc. Mais si on se fie au premier plan d'action du PSE, disons qu'il y a de quoi être prudent en termes de possibilité d'atteindre cet objectif de 40%. Ça veut dire quoi? Non, parce que le secteur privé n'a pas été aussi offensif qu'on le souhaitait dans le premier plan du PSE. Ça veut dire que dans ce plan-ci, si on veut que le secteur privé soit à rendez-vous, il faudra un changement de comportement. Parce que si c'est les mêmes comportements, on aura les mêmes résultats. Donc il faut que... Bon, c'est pourquoi d'ailleurs l'État a mis en place des fonds de garantie pour pouvoir donner des signaux, plus les réformes, très incitatifs pour le secteur privé, pour pousser le secteur privé à investir. Mais tout dépendra bien évidemment de l'environnement international, parce que si la Covid doit rester là pour longtemps, on espère qu'avec les vaccins, que la Covid va disparaître, en tout cas dans sa forme grave. Ça va devenir, disons, une maladie bénigne. Parce que ça aussi, je vais le préciser tout à l'heure, la vaccination ne fait pas disparaître la Covid. Mais les formes graves et la possibilité de transmission. Ça l'atténue. Ça l'atténue et donc ça permet de ne plus transmettre, mais les cas vont continuer. D'accord. C'est pas parce que les pays vont se vacciner à 100% qu'il y aura plus de cas Covid. D'ailleurs, regardez, les pays les plus avancés continuent à enregistrer beaucoup de cas. Je peux citer le cas d'Israël. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, mais le plan de relance, de manière générale, c'est sur le moyen terme qu'il faudra le juger. Parce qu'il faudra faire des investissements massifs. Et l'investissement, ça demande des études de projet. Il faut des financements, il faut commander des équipements, recruter du personnel, faire un re-engineering du travail de l'entreprise, etc. Et tout cela demande du temps. Tout cela demande du temps. Vous l'avez dit, on a parlé de relance économique. Bon, le président de la République avait soutenu que ça allait être impossible. Le Sénégal n'allait pas supporter une seconde vague de contamination. Là, on est carrément dans cette seconde vague de contamination. Oui. Et il y a eu ce couvre-feu de 21h à 5h du matin. Quelle est sa pertinence? Est-ce qu'on peut parler de pertinence aujourd'hui? Bon, disons que nous, on est d'abord un organisme scientifique. Nous avons fait une étude là-dessus et l'étude a démontré que ce n'est pas le couvre-feu qui permettra d'arrêter la Covid au Sénégal. C'est-à-dire le couvre-feu peut être un élément d'un ensemble de mesures, comme en mars-avril ou mai de l'année dernière. Parce que le couvre-feu, vous faites de 21h à 5h du matin. Combien de personnes sont actives à ces heures-là? Ensuite, regardez le transport, les bousculades, les gens se retrouvent dans les quartiers également. Donc tout ceci vous démontre qu'il faut des gestes barrières. Mais il faut d'autres mesures, parce que là aussi, nous avons fait des études qui ont démontré que les pays qui ont le mieux réussi, c'est les pays qui ont appliqué sur une période très courte les mesures les plus dures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a certains pays qui sont en train d'appliquer cette stratégie de Covid-0. C'est-à-dire on se donne 3 semaines ou 1 semaine, on ferme tout, on élimine les possibilités où on les éradique de manière très forte. Ensuite, on ouvre. Mais si vous faites des mesures, disons, partielles, en espérant avoir des résultats, je pense que ce n'est pas possible. Bon, ça permet quand même de freiner un peu, mais ce n'est pas le couvre-feu qui peut régler le problème du Sénégal. Maintenant, il y a la contrainte économique et sociale qui fait que c'est difficile de revenir au confinement dur de l'année dernière, mais de toute façon, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus possible. Donc, il faudra développer les justes barrières et accélérer la vaccination. Peut-être c'est la solution qui nous reste.
Alors, de ce point de vue, en fait, il est vrai que les scientifiques ou certains scientifiques disent qu'il est bon de freiner la circulation du virus ne serait-ce qu'une minute. C'est ça, ce sont les scientifiques qui le disent. Mais jusqu'au moment où nous parlons, Néné, je crois bien que les mosquées continuent d'être fréquentées, les églises continuent d'être fréquentées, les terrains de football sont bondés à longueur de journée. Quand on voit également les marchés et les grandes surfaces, véritablement, c'est des milliers et des milliers de fréquentations actives, justement, des Sénégalais qui, en tout cas, qui éprouvent le besoin de s'y déplacer. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, la journée entre 6 h du matin et 21 h, pratiquement, le virus est partout, le virus circule partout. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui, à mon avis, de continuer à imposer le couvre-feu dans 2 régions principalement, Dakar et Thiès? Mais si on regarde la courbe de contamination, il est arrivé qu'en termes de contamination issue de la transmission communautaire, que Kaolack et Touba battent le record de Dakar et Thiès. Donc, on est en train de nous poser des questions. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui la barre... Peut-être que c'est sur des bases scientifiques. Oui, sur des bases scientifiques. Les États-Unis ont atteint la barre des 500 000 morts. L'Angleterre, pays pratiquement le plus touché en Europe actuellement, a réussi à vacciner entre 15 et 20 millions justement de Britanniques. Et pourtant, le virus est toujours là-bas. Le Brésil également est entré dans sa phase cruciale en termes de vaccination. Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Et malgré tout, le Brésil a atteint la barre des pratiquement... nous sommes en train de faire une étude sur la vaccination. Voilà. Pour voir l'impact de la vaccination sur les infections et les décès. On va publier ça demain ou après-demain. Je vous donne la primeur. Voilà, super. Donc 250 000 morts, c'est énorme. Moi, je me dis qu'en réalité, il y a des exemples à travers le monde. Je crois bien que la Nouvelle-Zélande a été le premier pays à avoir annoncé pratiquement 0 contamination. Et aujourd'hui, il y a l'exemple suédois qui fait les gens un peu partout en Europe. Et les pays nordiques également ont montré et démontré véritablement une phase intelligente, pertinente, objective par rapport à la gestion de la pandémie à coronavirus. Nous, on nous met en tout cas, on nous met encore le corset, mais quand vous regardez d'autres pays, au Mali, c'est comme si le virus n'existait pas là-bas. En Côte d'Ivoire, pareillement, vous avez vu en Gambie tout près, et qui a été le pays qui a enregistré le variant britannique avant même le Sénégal. Donc, je crois bien qu'il nous faut être beaucoup plus courageux et pour accélérer cette phase de vaccination. Nous attendons dans le cadre de l'initiative COVAX, en tout cas près de 300 000 doses en termes de vaccins. Donc il faut que les Sénégalais acceptent d'aller se faire vacciner et qu'ils ne se disent plus que, comme Néné et croient fortement, si je me vaccine, je deviens toute noire, mais peu importe, quoi qu'il en soit, le vaccin peut être véritablement un modèle de lutte contre la propagation du virus. Et ma foi, il nous est aujourd'hui, il est urgent pour le Sénégal d'aller dans le sens, en tout cas, d'une réouverture économique, parce qu'en réalité, notre économie est en lambeaux, même si on ne le dit pas. Toute noire, c'est très joli, hein, je te le rappelle. Alors, justement, le 17 février 2021, le Sénégal avait reçu 200 000 doses de vaccins contre le Covid-19. Alors, vous avez soutenu tout à l'heure qu'il ne faut pas avoir les idées peut-être bisounours, que ça va juste atténuer le virus. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Bon, ce que je veux dire, je vais être très clair. Il le faut. La vaccination permet d'éliminer les formes graves de la maladie. Je dois préciser aussi que la Covid, même avant les vaccins, plus de 80% des cas Covid, ce sont des cas bénins. Ça a été démontré. Il y a des études scientifiques qui ont été menées en Chine sur plus de 36 000 personnes qui ont démontré que sur 100 personnes atteintes de la Covid, 81% ne développent pas des formes sérieuses de la maladie. C'est des formes soit asymptomatiques ou bien bénignes. Maintenant, parmi les 19, il y a peut-être une dizaine qui vont avoir des formes sérieuses et un petit pourcentage, peut-être 5%, vont avoir des formes graves. C'est peut-être pour ça que le taux de létalité est bas. Exactement, parce que le taux de létalité, à la limite, est le plus bas qu'annoncé, parce qu'aucun pays ne réussit à capter 100% des cas Covid. Et plus vous avez de cas Covid, donc c'est ça qui est au dénominateur, et moins le taux de létalité est élevé. Ça veut dire qu'au Sénégal, on nous parle de taux de létalité de 2,5%. En vérité,
c'est 0, quelque chose si on avait détecté tous les cas Covid, parce que tout à l'heure, vous avez entendu dans le point santé qui a été fait ce matin que les tests sérologiques ont montré que 3 millions de Sénégalais ont été exposés à la maladie. Donc si vous preniez ces 3 millions, je ne sais pas parmi ces personnes combien étaient vraiment atteintes de Covid, sur ces 3 millions, donc si vous aviez même 1 million, vous les comparez aux 800 et quelques morts, ça vous fait 0,8%. Donc c'est epsilon. Donc c'est pour vous dire que la Covid, en vérité, dans nos pays, nous avons aussi d'autres facteurs de résilience. Ça aussi, nous avons mené des études qui nous ont démontré que la présence du paludisme, la jeunesse de la population viennent s'ajouter à, disons, à la non-sévérité de la Covid de manière générale. Je vous disais que 80% des cas sont asymptomatiques. Vous y ajoutez la jeunesse de la population, vous y ajoutez la consommation de paludisme, vous y ajoutez la température, parce que la température, malgré tout, joue sur Covid. Tout cela fait que nous sommes plutôt des pays résilients à la Covid. Donc, vaccination ou pas, ça, je défie quiconque de me prouver le contraire, le Sénégal aurait développé une résilience à la Covid. Le Sénégal et l'Afrique. Maintenant, on est dans un monde interconnecté. C'est pas parce que la Covid n'est pas très sévère en Afrique que l'Afrique ne doit pas se vacciner. Parce que si la maladie ne disparaît pas de l'Afrique, la maladie va demeurer dans l'humanité et donc peut affecter des pays beaucoup moins résilients. Et donc aujourd'hui, au sein des familles, tout le monde doit se vacciner quand ils le pourront, parce qu'on commence par les cibles les plus exposées, mais progressivement, ça va devenir comme la fièvre jaune. C'est pourquoi l'essentiel, c'est d'avoir un programme sur le moyen terme. Vous avez déjà reçu votre première dose? Non, moi, je ne suis pas prioritaire et je vais attendre. Vous ne voulez pas. Et donc, il faut placer ça sur le moyen terme. Oui. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas comme l'Europe ou les États-Unis. Eux, c'est des populations beaucoup plus vieilles, beaucoup plus exposées. Donc, il y a l'urgence de se vacciner. Nous, on doit cibler les cibles les plus prioritaires, qui ne font peut-être pas 400 000. On a déjà cette chance d'avoir une population jeune, mais tout à l'heure, vous avez parlé d'impact de vaccination par rapport au décès, c'est ça? Oui, la vaccination réduit les décès. Mais la vaccination va réduire les cas sur le moyen et long terme, pas à court terme. Parce qu'à court terme, d'abord, il faut 2 doses, et les 2 doses doivent être séparées de 3 semaines. Donc c'est seulement au bout peut-être d'1 mois que la personne qui a été vaccinée ne peut plus transmettre. Parce que la charge est tellement faible qu'elle ne transmet pas. Donc il ne faut pas voir les cas augmenter et se dire que la vaccination est inefficace. Il faut détecter surtout les cas graves et les décès. Nous sommes en train de faire un travail très précis sur l'ensemble des pays du monde qui sont vaccinés, parce que nous, on ne parle pas en l'air. On est des scientifiques. Effectivement. On va publier ça d'ici demain ou après-demain et on verra si la vaccination a un effet dans les pays qui sont les plus avancés dans la vaccination, sur les décès et sur les cas graves. On va regarder aussi l'effet sur les transmissions. Parce qu'avec le temps, il y a des pays qui sont déjà à 2 mois. On va voir si les cas ont baissé. Mais on va aussi apprécier, est-ce que c'est la vaccination qui explique la baisse ou d'autres facteurs? Donc, voilà. C'est important et on attend en tout cas ces sondages. Alors Abdoulaye, justement... C'est pas un sondage, c'est une étude économétrique. Autant pour moi. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre ou bien qu'est-ce qu'on peut retenir de ces vaccins? Parce qu'on l'a dit, pour 80% de la population, le Sénégal aura peut-être besoin de 7 millions de doses de vaccins. Oui, en tout cas, le président de la République a pris en tout cas des engagements certains par rapport justement à la présence justement des doses dont le Sénégal a besoin. Il a parlé à peu près de 6 millions, entre 6 millions et 700 000. Ça fait combien de milliards? Oui, ouais, en tout cas, ça fait plusieurs milliards. Je ne sais pas, par rapport à l'initiative COVAX et tout. Mais quoi qu'il en soit, il est important que les populations se vaccinent. Parce qu'on a vu et on a constaté que le virus a connu des mutations. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que l'on parle du variant britannique, du variant brésilien et du variant sud-africain. Demain, on peut parler du variant sénégalais, qui sait. Donc, mais en tout cas, on peut dire d'une part que les Sénégalais peut-être adoptent la vaccination, la campagne de vaccination, parce que la plateforme explose. Oui, la plateforme explose, parce qu'en réalité, ça, c'est le variant sénégalais, entre guillemets. Donc, c'est parce tout que le temps... vous aviez sorti également une étude par rapport à ça. En revanche, je me suis inscrit. Moi-même, je me suis inscrit sur la plateforme. Donc, on attend de voir quand est-ce qu'on va nous appeler. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte qu'en réalité, les Sénégalais ont compris qu'il est important
de se vacciner et qu'en réalité, ce que l'on avançait comme information n'était que pure invention. Oui, mais là aussi, on va être prudent. Oui. Disons que nous-mêmes, nous menons une série d'enquêtes. Oui. En revanche, là, c'est un sondage. Nous avons fait un sondage au mois de décembre qui montrait qu'il n'y a que 38% des Sénégalais qui étaient prêts à se faire vacciner. On a fait le sondage il y a 2 semaines. C'est monté à 50,2%. Ils sont en train de changer d'avis, ça vous voulez dire? En tout cas, il y a 1 personne sur 2. Mais on va renouveler l'enquête dans les prochains jours. On va voir. Et vous verrez que ça va aller crescendo. Oui, ça va aller crescendo. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit en tout cas plusieurs personnalités se faire vacciner, en tout cas, l'image, elle est parlante. Au-delà du président de la République, même quand on voit des autorités coutumières et religieuses accepter de se faire vacciner, au moins ça va changer le niveau d'appréhension et de compréhension des fausses informations qui ont en tout cas précédé l'arrivée des vaccins au Sénégal. Donc plus que jamais, aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont exposées et c'est les personnels de la santé, ce sont les forces de sécurité et de défense, mais également les personnes à risque et celles-là qui vivent avec des comorbidités. Donc nous, en tout cas, que l'on soit personne à risque ou que l'on ne soit pas personne à risque, aujourd'hui nous sommes Sénégalais et nous devons nous dire que nous devons également participer à la phase active de la vaccination parce que notre pays a besoin de souffler à nouveau sur le plan économique, sur le plan social, parce qu'il y a énormément de ménages qui aujourd'hui tirent le diable par le bout du poil de la queue. Même en période normale, il y a près de 700 000 à 800 000 familles qui sont menacées d'insécurité alimentaire, surtout dans le nord du pays, et les rapports qui sortent chaque année le prouvent. Donc, aisément, et nous devons être en mesure de dire qu'en réalité, le vaccin, quel que soit le type de vaccin, le monde est en train de se faire vacciner. Le Sénégal et les Sénégalais doivent accepter majoritairement de se faire vacciner pour que nous puissions en tout cas sortir de cette pandémie. Alors oui, vous terminez par quoi déjà par rapport sur la vaccination. Je pense qu'il faut déjà évaluer les 2 semaines qui viennent de passer. Parce qu'il y a déjà matière à évaluer. Il y a déjà plus de 20 000 personnes qui ont été vaccinées. Il faut déjà savoir parmi ces 20 000 quelles sont les personnes qui étaient vraiment prioritaires. Et les autres qui ont été vaccinées pour des raisons de communication stratégique. Parce qu'effectivement, c'est important que à la fois des personnes qui peuvent convaincre. Si les médecins se vaccinent, parce que les médecins sont nos meilleurs conseillers, si les autorités aussi se vaccinent, je pense que ça peut conduire à convaincre les populations. Mais en même je veux dire, il faut arriver à un moment où on dit c'est terminé. Maintenant, il faut passer à autre chose. Parce que sinon, vous allez, disons, réduire le stock de vaccins. Mais c'est important que ces personnes se vaccinent. Mais il faut faire l'évaluation de manière transparente. C'est un peu la transparence dont vous parliez tout à l'heure. Pouvoir dire sur les 200 000 combien a été utilisé pour la communication et combien a été utilisé pour les cibles prioritaires. Ensuite, dans la suite, il faut être très précis aussi. Je veux dire, même on a donné une liste de 3 millions de personnes, mais si c'est chacun qui vient, il y a des priorités. Donc c'est ce travail fin qu'il faudra faire, avec un ranking, pour dire en tête de l'échelle, voilà ce que vous avez. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire de manière précise. Ça permettra au Sénégal de vaincre les cas graves. Parce que notre bataille aujourd'hui, c'est pas dans l'immédiat la bataille de la disparition des cas. Je vous dis qu'il y a beaucoup plus de cas dans la société que ce qu'on pense. En revanche, notre bataille, c'est les cas graves, avoir pratiquement 0 cas grave, avoir 0 décès. Et c'est ça, une bonne vaccination, une bonne stratégie dans un pays en développement pour permettre de l'obtenir. Merci à vous, Moubarak Lo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Abdoulaye pour ces analyses. Chers téléspectateurs, je vous retrouve juste après la pub pour la grande édition du soir, le 19h45.